Avant de donner la parole à la salle, je vais vous poser quelques questions. Tout d'abord, une remarque, c'est un peu comme pour la CNIL, en ce qui concerne les manuels en sociologie ou en sciences politiques, on parle très peu des archives. Donc un grand merci aussi aux organisateurs de cette journée d'études d'avoir inclus cette question-là dans la question des données, parce que c'est vrai que bien souvent, elles sont traitées à part ou oubliées. Alors, moi j'aurais trois grandes questions qui reprennent en grande partie ce que vous avez dit. Tout d'abord, c'est sur la frontière entre, notamment dans le cadre des chercheurs en sciences sociales, la frontière entre ce qui est lié aux archives publiques et aux archives personnelles de ces chercheurs. Notamment, vous avez évoqué le cas des enseignants-chercheurs, mais finalement, il existe tout un tas de statuts à l'université qui ne rattachent pas systématiquement l'enquêteur, je dirais, avec une institution ou plus ou moins directement. Et notamment, comment considérer tout un tas de documents recueillis par des chercheurs, j'imagine par exemple des chercheurs en immersion ethnographique, donc recueillis sur la base de leur personnalité ou de ce qu'ils sont individuellement, et notamment par rapport au principe de la CNIL. C'est-à-dire quand la CNIL nous dit qu'il faut recueillir des données personnelles en confiance, avec un schéma éclairé, etc. Et quand on est sur notre terrain d'enquête, parfois on reçoit des archives, mais les personnes qui nous les donnent à nous, et ne les donnent pas forcément au CNRS. Donc, voilà, quelles sont vos pistes de progression sur ces questions-là, etc. Notamment parce que se développe de plus en plus l'analyse secondaire des archives, donc notamment des entretiens, et qui pose la question de savoir quand on accorde un entretien à quelqu'un, on ne l'accorde pas à quelqu'un qui va le réutiliser 50 ans plus tard ou 100 ans plus tard. Deuxième question, avec le développement de la généalogie, donc de la numérisation et de la mise en ligne de tout un tas d'actes publics, notamment les actes d'état civil, comment va évoluer le rôle et la place de l'archiviste? Parce que, comme je l'entends ici, comme intermédiaire entre le document et l'usager ou la personne qui veut le consulter, donc à la fois facilitateur et censeur à certains égards, puisqu'il y a eu des cas aussi en ce sens. Et donc, quelles seront désormais les marges de manœuvre des archivistes dans cette nouvelle configuration qui s'annonce? Donc là, je parle plutôt au corps professionnel. Et enfin, aussi une question sur la coordination entre archives publiques et archives privées. Notamment parce que vous avez parlé des délais légaux, et il faut avoir quand même en tête que dans beaucoup de centres d'archives privés, on retrouve un certain nombre d'archives publiques, au sens qui sont des productions de services de l'État public. Et du coup, les règles de communication dans les centres d'archives privés sont beaucoup moins strictes, je dirais, ou en tout cas dans les faits sont beaucoup moins strictes que c'est le cas dans les archives publiques. Et donc, notamment avec la numérisation ou la question des coffres-forts numériques par exemple, comment vont être coordonnés le passage de ces archives privées aux archives publiques ou l'accès à des archives publiques dans le cadre d'archives privées. Je ne sais pas si c'est très clair, j'imagine pour vous, mais peut-être pas pour tout le monde, mais donc si vous voulez des précisions... Alors, vous faites bien de souligner qu'il y a énormément d'archives publiques dans des services d'archives privées. Concrètement, un cas très très simple, vous prenez un ancien ministre, et ses activités en tant qu'homme d'État ou en tant que représentant de l'institution publique sont des archives publiques. Ces archives en tant que militants sont des archives privées. Le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à le reconnaître. Donc, il nous arrive de faire des sortes de petits arrangements, malheureusement, je vais le dire comme ça, même si maintenant le Code du patrimoine parle concrètement de ces archives, elles sont citées dans le Code du patrimoine, mais pour dire, pour être sûr de les récupérer, on fait une forme de donation alors que ça ne devrait pas être une donation. Après, le problème, c'est à qui ils veulent donner. Concrètement, les archives d'un député, ça devrait aller aux archives nationales, mais il arrive que ça arrive aux archives départementales, voire même aux archives municipales, ça a été mon cas, parce que le député, il est lié à son terrain,
on estime, en accord entre services d'archives, au niveau du contrôle scientifique et technique, que on peut admettre que les archives de proximité restent éventuellement en service d'archives municipales s'ils décident que ça vienne là. Donc voilà, mais c'est pas forcément ça. Après, les délais de communicabilité, c'est vrai qu'en privé, ils peuvent faire, entre guillemets, plus ou moins ce qu'ils veulent. Sauf qu'ils s'exposent à des sanctions pénales à un moment ou à un autre si les gens réutilisent n'importe comment les données. Même quand les archives privées arrivent dans les services d'archives publiques, généralement on leur applique les délais de communicabilité des archives publiques. Ça peut être plus ou différent, mais pas moins. Dans le sens où le donateur peut éventuellement bloquer pendant plus longtemps, s'il le souhaite. Ensuite, il faut voir que vous avez des archives qui sont communicables, mais au niveau de la réutilisation, c'est un peu compliqué. Je vais prendre un exemple très concret. Je me suis retrouvée en salle de lecture avec une lectrice qui travaillait sur son village et a découvert que, en gros, sur son village, les collabos c'était les résistants c'était les collabos. Et elle voulait écrire ça, le crier au grand jour. Voilà. Je vais quand même expliquer qu'il y allait avoir un petit problème quand même en termes éventuellement de diffamation. On parle pas on n'a pas une liberté de parole de tout et n'importe quoi. Donc après, il y a aussi le contact avec l'archiviste qui permet de dire attention, on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Il y a le croisement des sources. Est-ce que les sources sont fiables ou pas fiables ? Donc voilà. Donc ça, c'est une première chose. À partir du moment où on vous donne des archives privées dans le cadre de vos collectes, vous en êtes le propriétaire. Vous en faites ce que vous voulez. Moi, j'aurais tendance à vous dire que souhaitez-vous que deviennent ces archives ? Si la personne vous les a confiées, c'est forcément pour un usage. J'irai voir l'archiviste de votre université pour avoir des conseils. Et pour sécuriser ça, je ferai plutôt un système de donation plutôt que de dépôt pour sécuriser les documents. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites une donation, ça rentre dans le domaine public. Les archives, c'est extrêmement protecteur, c'est inaliénable. Le statut ne disparaît jamais. Donc, dans le cas, par exemple, d'archives... alors, moi, j'avais donné mon cas très concret. Je travaille sur la CGT, donc qui ont un institut d'histoire et un centre d'archives très conséquent, très proche des archives publiques à plein d'égards. On peut y prendre des photos. Vous voyez, des documents, etc., très simplement, qui sont sur mon ordinateur, qui va bientôt être chiffré, puisque je suis ce qu'on me dit. Et c'est possible dans les services d'archives publiques. Alors, mais du coup, si je transfère ces documents un jour aux archives publiques, je transfère des documents donc, qui appartiennent à la CGT, ou en tout cas des images de documents qui appartiennent à la CGT, à des archives publiques, sans l'autorisation immédiate forcément de la CGT. Disons, j'ai envie de dire que c'est déjà assuré en conservation au niveau de la CGT, qui oui, a l'intérêt après de venir le donner. Voilà. Mais si vous voulez, la CGT est très proche des archives publiques, mais ça pourrait être beaucoup moins le cas pour d'autres organisations. Ça nous arrive régulièrement de récupérer des supports de substitution parce que les gens ont peur que ça disparaisse d'un moment à l'autre. Ça arrive. Après, le problème, ça va être le droit d'exploitation de ces archives. Donc, c'est-à-dire que vous avez éventuellement un droit de consultation, mais vous n'avez pas la propriété, donc c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir le diffuser dans une publication. Le service d'archives ne pourra pas le diffuser n'importe comment dans une publication ou quelque chose de ce genre. Mais généralement, on évite de multiplier les conservations. On a tous des problèmes de stockage et de masse. On essaye d'éliminer ces problèmes-là. Donc voilà. La marge de manœuvre sur la réutilisation des données publiques, elle est forcément complexe, puisque pour l'instant, ça j'ai oublié de vous le préciser, mais donc on a des délais différenciés. Vous venez consulter votre état civil en salle de lecture, donc un acte de naissance, il est à 75 ans. Et encore, 75 ans, il n'est même pas en salle de lecture d'un service d'archives, il est au service de l'état civil. Il arrive qu'au bout de la terme de son durée d'utilité administrative, il arrive au bout de 100 ans au service d'archives. Pour le mettre en ligne, sans occultation des mentions, c'est 100 ans. Pour pouvoir l'indexer, c'est 120 ans. Quand je vous expliquais l'embryo des lois entre CADA, CNIL, archives, c'est ça.
Donc en fait, vous ne pouvez pas faire la même chose entre venir dans un service d'archives et consulter une image numérique, la mettre en ligne et l'indexer en ligne. On ne peut pas, en fait, on a 3 délais différents. Donc ça, c'est un peu compliqué. Après, je pense que notre rôle, ça va peut-être être un moment d'alerter parce que, ok, on va mettre en ligne, moi je veux bien, mettre en ligne l'état civil de moins de 75 ans. Je veux bien, on a abaissé les délais de communicabilité, super. Sauf que les mentions marginales, personne n'y a pensé. Enfin, si, les archivistes y ont pensé, mais à mon avis, pas suffisamment. Donc la CNIL nous demande de les occulter. Ok, on les occulte, mais je vous mets au défi d'aller dans des services d'état civil et qu'il n'ait pas occulté les mentions marginales de plus de 75 ans. Sauf que vous allez avoir des problèmes. Et je prends un exemple très simple. Vous avez des gens qui changent de sexe. C'est inscrit en mention marginale de l'acte de naissance. Ça veut dire que quelqu'un qui a plus de 75 ans, le voisin, il peut aller voir cet acte et voir que son voisin, c'est pas un monsieur, c'est une madame. Il peut voir que son voisin, il est mis sous tutelle, sous curatelle, qu'il a divorcé, qu'il a été adopté. Si ces choses-là ne sont pas occultées, pour moi, c'est même au-delà du problème de la mise en ligne. C'est-à-dire qu'on a diminué des délais de communicabilité alors qu'on a un allongement du durée de la vie et avec des données sensibles où on sait que déjà les administrations ont du mal à les gérer en matière physique, donc en dématérialisé. N'en parlons pas. J'ai un exemple de choses dématérialisées très rigolo. Vous avez sur Internet la base de données Léonore, qui est la base de données des personnes qui ont reçu la Légion d'honneur. Donc, c'est pour des personnes qui sont décédées avant 1977. Moi, j'ai vu un dossier d'un ancien enseignant-chercheur où carrément des collègues envoyaient une lettre disant qu'il avait une attitude indigne pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'on le voyait à des réunions publiques après la Seconde Guerre mondiale, et que c'était peut-être pas très conforme avec son statut de Légion d'honneur. Pour moi, ça n'aurait jamais dû être mis en ligne, ne serait-ce que pour les droits des tiers. Donc après, le problème, c'est qu'on a affaire à des masses. Donc je comprends que les collègues du ministère, ils ont des milliers de documents. Au bout d'un moment, il y a des failles. C'est impossible autrement. Donc notre rôle, il ne va pas forcément être simple. C'est-à-dire qu'il faut qu'on permette l'accès à la donnée, mais il ne faut pas non plus tout et n'importe quoi puisse être mis en ligne au détriment de la descendance. Et on nous a clairement fait comprendre en 2011, la CNIL nous a bien expliqué, qu'on ne doit pas pouvoir reprocher à un enfant que, voilà, s'il est un peu agité à l'école, on ne doit pas pouvoir lui dire bah, « toi c'est normal parce que ton grand-père c'était un bagnard ». Voilà. Donc les lois, elles ne sont pas bien coordonnées pour moi. Le problématique, elle est là, c'est-à-dire comment on va arriver à coordonner tout ça. J'en oublie la première question, tout ça, mais je me souviens plus. J'aimerais savoir si on peut mettre un embargo sur des données lorsqu'on les crée. Si on crée une base de données, c'est pas des données qu'on achète, des données qu'on crée. Est-ce qu'on peut mettre un embargo pour éviter, par exemple, qu'elles soient directement accessibles et qu'en fait, une société s'en empare et finalement conduise la recherche qu'on pensait conduire plus vite que nous, puisque nous, on a eu le temps, on a mis en place les données et à peine fini, on doit les ouvrir. C'est un document non fini, donc normalement ils ne peuvent pas vous récupérer un document non fini. Il faut qu'il ait déjà publié ou... A priori, oui. Si je prends le cas de je sais pas, un conseil municipal, c'est le document validé final. Le document préparatoire, il faut faire valoir le statut de document préparatoire pour votre base de données. Ce n'est pas un document fini, donc à mon avis, on ne peut pas vous le récupérer. Parce que ça peut être une donnée en perpétuelle, enfin une base de données en perpétuelle évolution. Ça, c'est... Voilà, donc ça nous est arrivé avec une personne privée qui a saisi la CADA pour avoir les données. Et on a quand même dû ouvrir les données, mais bon, après, la seule chose qui fait qu'il n'a pas pu, enfin, n'ont pas eu vraiment d'intérêt pour lui, c'est parce que la variable d'intérêt, elle avait des origines en partie privées, donc on n'a pas pu la mettre en ligne, mais autrement, si ça n'avait pas été le cas,
On aurait dû ouvrir nos données. Alors, Voilà. j'espère qu'il n'y a personne de la CADA dans la salle. Et sinon, il ferme ses oreilles. Ce n'est qu'un avis, la CADA. Voilà. C'est pas impératif. Merci. Je vous ai mis derrière un document qui vient de paraître, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions de comment gérer les archives, vos archives d'enseignants-chercheurs. L'Association des archivistes français a créé ce document il y a même pas 2 mois. Et donc, pour avoir accès à ce genre d'informations, vous pouvez vous rapprocher des archivistes de votre université. De mémoire, il y a un archiviste, même 2, je crois, à Paris 10. Oui, je reviens à la question des entretiens. On réalise des entretiens dans le cadre d'un programme de recherche. On doit les verser aux archives. Est-ce qu'on doit verser l'enregistrement audio? Est-ce qu'on doit verser la retranscription? Ou est-ce qu'on peut ne verser que ce qui a été exploité pour l'analyse? Alors, tout dépend, vous versez à qui? Est-ce que vous versez à l'intérieur de votre université ou est-ce que vous vous tournez tout de suite, soit quand vous êtes hors Paris, archives départementales, ou Paris, archives nationales? D'une manière générale, on va pas forcément, les archives nationales, à mon avis, et les archives départementales vont pas forcément vous dire de tout conserver. Donc moi, je me rapprocherai d'abord de l'archiviste de l'université pour dialoguer avec lui, pour voir qu'est-ce que vous avez envie de conserver. Parce que concrètement, voilà, on va être très très clair, on ne pourra jamais tout conserver. Les historiens le reprochent beaucoup aux archivistes. Nous, on est là pour aider à la sélection documentaire et à l'intérêt des documents. Il faut voir quel est l'intérêt, quelles sont les sources, mais dans ce cas-là, on récupérera un peu, j'ai envie de dire, le package. Où, j'ai envie de dire, c'est une discussion au cas par cas. C'est vrai que ça fait un peu une réponse d'énervement, mais je procéderai comme ça. En sachant que toute la question qui peut se poser, je sais que ça va se poser comme ça à l'Université de Lille, les données de la recherche vont peut-être être plutôt gardées à l'université, et c'est plutôt les données administratives de l'université qui vont être conservées aux archives départementales. Parce qu'ils ne nous ont pas signifié particulièrement leur intérêt pour conserver ça. Eux, ils auront tendance à faire un tri sélectif, et donc ne pas tout garder et ne pas avoir le temps de discuter et de dialoguer avec vous pour se dire quel est l'intérêt de ces documents-là. Je prends un exemple très simple. Les mémoires de master ont une durée d'utilité administrative de 5 ans. Au bout de 5 ans, il y a un tri sélectif. Généralement, les archivistes des archives départementales vont dire on va garder ce qui a un intérêt d'histoire locale. Et un pourcentage, entre guillemets, voilà. Sauf que ils vont peut-être passer à côté du mémoire de master d'un futur doctorant ou d'un docteur, ce qui est quand même un peu dommage de ne pas avoir gardé la publication antérieure, ou ils vont faire un tri sélectif qui n'a pas lieu d'être parce qu'il y a un laboratoire qui aura déjà gardé tous les masters, ou les BU qui auront déjà gardé tous les masters. Donc voilà, je pense que c'est vraiment du cas par cas et se rapprocher des archivistes dans vos institutions respectives avant de pouvoir envisager quelle est la meilleure option. Oui, je voulais juste préciser que justement pour les laboratoires qui sont à la MAE, en fait, à la Maison d'archéologie et d'ethnologie, il y a un service des archives scientifiques et donc là il y a un parcours, l'archive avec un accord avec les archives nationales, etc. Enfin, c'est pris en charge pour ces laboratoires en tout cas. Voilà, je voulais juste préciser. Et une précision, les UMR, l'archivage relève de l'université. Donc par exemple un UMR CNRS université, l'archivage c'est l'université. Pas d'autres questions? Je pense qu'on peut clore la journée. Merci beaucoup et bonne soirée.